En France, on rembourse sa maison sur 21 ans. En Suède, longtemps, on ne remboursait quasiment jamais le capital. On ne payait que les intérêts. Et au Japon, pendant la bulle des années 80, on a même vu des prêts sur 100 ans, à rembourser sur 3 générations. 3 pays, 3 façons de tordre le crédit pour rendre l'immobilier accessible. Et derrière ces 3 modèles se cache la seule question qui compte vraiment pour vous aujourd'hui. Est-ce que l'immobilier français peut encore monter grâce au crédit? Ou est-ce qu'on a atteint un mur? Restez jusqu'au bout parce qu'à la fin, je vais vous donner ma lecture des probabilités, chiffres à l'appui. Commençons par chez nous. Pendant 20 ans, en France, on a rendu l'immobilier abordable sans jamais baisser les prix. Comment? En allongeant la durée des crédits. Les chiffres de l'Observatoire Crédit Logement sont parlants. En 2001, on empruntait en moyenne sur 160 mois, soit environ 13 ans et demi. En décembre 2025, on est à 250 mois, soit près de 21 ans. C'est tout simplement la durée la plus longue jamais observée. Pourquoi ça a marché? Parce que allonger la durée, ça baisse la mensualité. Et une mensualité plus basse, ça permet d'emprunter plus, donc d'acheter plus cher. Le prix monte, mais comme on étale sur plus longtemps, ça passe quand même côté budget. Sauf que ce levier a une limite. Depuis 2022, le Haut Conseil de stabilité financière plafonne la durée à 25 ans et le taux d'effort à 35% des revenus. On ne peut donc plus allonger indéfiniment. Le levier qui a porté les prix pendant 20 ans est aujourd'hui à bout de souffle. Avant d'aller voir comment ça se passe ailleurs, je prends 10 secondes. Si cette analyse vous apporte de la valeur, abonnez-vous, ça m'aide vraiment à continuer ce type de contenu de fond. Et surtout, j'aimerais votre avis parce que ça oriente directement mes prochaines vidéos. Vous, aujourd'hui, vous penchez plutôt pourquoi? L'immobilier physique en mettant les mains dedans ou la SCPI et la tranquillité? Dites-le moi en commentaire. C'est vous qui décidez de la suite. Voilà, c'est dit, on enchaîne. Maintenant, le point que personne n'explique. Quand on parle d'immobilier, tout le monde regarde le niveau des taux. Mais ce qui compte vraiment, ce n'est pas le niveau du taux, c'est la façon dont une hausse de taux se transmet ou pas aux ménages et donc au prix. Et là, il n'y a que 2 boucliers possibles. Premier bouclier, le taux fixe. Si votre taux est bloqué, peu importe ce que fait la banque centrale, votre mensualité ne bouge pas. Deuxième bouclier, une banque centrale qui ne monte pas ses taux. Là, même avec un taux variable, vous ne sentez rien. Gardez bien ces 2 boucliers en tête parce que c'est exactement ce qui sépare la Suède, le Japon et la France. Regardons. La Suède, c'est le cas où il n'y avait aucun des 2 boucliers. D'abord, le taux variable domine. D'après l'Institut national des statistiques suédois, environ 73% des crédits immobiliers en cours sont à taux variable. Et même les taux dits fixes se réajustent souvent en moins de 2 ans. Autre particularité, longtemps, les Suédois n'ont quasiment pas remboursé leur capital. Avant 2016, les prêts où l'on ne paie que les intérêts étaient très répandus. On payait les intérêts, point. Le capital, lui, ne bougeait pas. Et là, une vraie question se pose. Quel intérêt d'acheter si on paie des intérêts quasi à vie sans jamais rembourser? Parce que dit comme ça, on devient juste le locataire de sa banque, au lieu d'être locataire d'un propriétaire. La réponse tient en 3 piliers. 1. La plus-value. Même sans rembourser le capital, vous possédez le bien, donc toute la hausse de prix est pour vous. 2. L'inflation, qui réduit le poids réel de votre dette année après année. 3. La fiscalité. La Suède laisse déduire 30% des intérêts d'emprunt, y compris sur la résidence principale. Tant que ces 3 piliers tiennent, acheter en ne remboursant que les intérêts a du sens. Le problème, c'est qu'ils s'affaiblissent en même temps. Les taux sont remontés, les prix ne montent plus mécaniquement, et l'avantage fiscal lui-même est de plus en plus rogné. La déduction des intérêts est carrément supprimée sur les crédits non garantis d'ici 2026 et réduite sur les plus gros prêts immobiliers. Et sans aucun bouclier, la sanction est immédiate. La Banque centrale suédoise est passée de 0% début 2022 à un pic de 4% en 2023. Comme tout est à taux variable, les budgets des ménages ont été comprimés du jour au lendemain. Certains ont dû vendre et les prix ont chuté d'environ 16% entre 2022 et mi-2024. La leçon suédoise est double. Quand on ne construit pas de capital et que la hausse s'arrête, on est effectivement devenu locataire de sa banque. Et sans bouclier, le marché monte vite, mais s'effondre vite aussi. Le Japon, c'est le piège des comparaisons faciles. On croit que c'est un pays de taux fixe ultra bas. C'est faux. Là-bas aussi, le taux variable domine. Selon l'enquête de l'Agence publique du logement, environ 77% des emprunteurs sont à taux variable. Alors pourquoi le Japon n'a pas connu de krach comme la Suède? Parce qu'il avait le deuxième bouclier, une banque centrale restée à taux zéro, voire négatif, pendant près de 20 ans. Même à taux variable, la mensualité ne bougeait pas, puisque le taux directeur ne bougeait pas.
Sauf que ce bouclier est en train de disparaître. La Banque du Japon a mis fin au taux négatif en mars 2024 et a remonté son taux directeur à 0,75% en décembre 2025. Pour la première fois depuis une génération, les emprunteurs japonais commencent à sentir la hausse. Le bouclier se lève. Et le fameux prêt à 100 ans sur 3 générations. C'était un produit de la bulle des années 80, avec des taux autour de 9%. Une étude l'a montré. Il n'a pas rendu l'immobilier plus accessible. Il a surtout servi d'outil de transmission pour réduire les droits de succession des ménages aisés. Autre vérité contre-intuitive, les Japonais ne voient pas vraiment le logement comme un placement, parce que culturellement, le bâti se déprécie en vieillissant. Du coup, ils gardent leur argent en liquide. Tenez-vous bien, 1 122 000 milliards de yens dorment en cash et dépôt, soit environ la moitié de tout leur patrimoine financier. Le virage vers les actions ne fait que commencer, grâce à un dispositif fiscal appelé NISA. Résultat, un marché coupé en deux. Le Japon profond se dévitalise pendant que le centre de Tokyo flambe. Le prix moyen d'un appartement neuf dans les 23 arrondissements de Tokyo a atteint environ 138 millions de yens en 2025, en hausse de plus de 18% en une seule année, portée surtout par une pénurie d'offres, la construction étant au plus bas depuis des décennies, et par le luxe. Les acheteurs étrangers, eux, restent minoritaires, mais montent vite. Selon les enquêtes officielles, environ 3,5% des ventes de neufs dans les 23 arrondissements et jusqu'à 19% dans les arrondissements centraux les plus prisés. C'est si visible que le gouvernement réfléchit à encadrer les achats étrangers. La leçon japonaise, un seul bouclier, c'est fragile. Tant que la banque centrale tient les taux à zéro, ça va. Le jour où elle remonte, la protection s'évapore. Et la France dans tout ça? Elle a le bouclier le plus solide des trois, le taux fixe. Et c'est une vraie exception. Selon la Banque de France, les crédits à taux variable ne représentent que 3% de la production en France contre 14% en moyenne en zone euro. Ça change tout. Quand les taux montent, le Français déjà endetté ne voit pas sa mensualité bouger. Il n'est pas forcé de vendre. Donc, contrairement à la Suède, les prix ne s'effondrent pas. Mais l'ajustement se fait ailleurs, sur les volumes. Regardez ce chiffre de la Banque de France. La production de nouveaux crédits immobiliers est tombée de 26,7 milliards d'euros par mois en mai 2022 à seulement 9,7 milliards en janvier 2024. Le marché ne corrige pas par les prix, il corrige par la paralysie. Beaucoup moins de transactions, des biens qui ne se vendent plus. Et au passage, un fait qui résume tout. Malgré 3 systèmes de crédit totalement opposés, la Suède, le Japon et la France ont à peu près le même taux de propriétaires, autour de 60 à 65%. Toute la gymnastique du crédit n'a pas créé plus de propriétaires, elle a juste gonflé les prix et l'endettement. On arrive à votre vraie question. Si demain la France assouplissait son crédit, à la suédoise ou à la japonaise, l'immobilier pourrait repartir à la hausse. Donc, quelle est la probabilité que ça arrive? Regardons les indices concrets, sans boule de cristal. Indice numéro 1, le régulateur. En mars 2026, malgré la pression des professionnels, le Haut Conseil de stabilité financière a confirmé pas d'assouplissement. Le plafond reste à 25 ans et 35% d'effort. Indice numéro 2, le politique. La dernière tentative législative pour assouplir la règle des 35% en autorisant les banques à s'appuyer sur le reste à vivre a échoué à l'Assemblée nationale. Et la Banque de France comme la Banque centrale européenne restent fermement opposées à tout allègement. Indice numéro 3, le plus structurel, la Banque de France assume protéger le modèle du taux fixe, parce que c'est lui qui protège l'emprunteur. Aller vers le variable suédois, ce serait démonter volontairement notre meilleur bouclier. Ma lecture, donc, en toute transparence, la probabilité que la France adopte le modèle extrême suédois ou japonais à court terme est faible. Le seul levier qui se dessert vraiment, ce n'est pas la dette, c'est la subvention, avec le prêt à taux zéro élargi en 2025 et 2026. Et même si la France assouplissait, attention, on n'importerait pas que la hausse, on importerait aussi la fragilité. Rappelez-vous la Suède, moins 16% dès que les taux montent. Le crédit facile, ce n'est jamais une hausse tranquille. Conclusion, le moteur qui a porté l'immobilier résidentiel français pendant 20 ans, le desserrage du crédit, est aujourd'hui largement bloqué. Compter sur une grosse plus-value à levier comme entre 2001 et 2021, c'est devenu un pari fragile. C'est exactement pour ça qu'une exposition immobilière par le rendement et diversifiée prend tout son sens. Une SCPI européenne ne dépend pas du desserrage du crédit français, ne vous oblige pas à vous endetter sur 25 ans et ne met pas toute votre situation sur un seul bien.
Et si vous voulez chiffrer tout ça pour votre propre situation, comparer un achat à crédit avec une SCPI après impôt, c'est exactement ce que fait le simulateur sur simupatrie.fr. Le lien est en description. Dans la prochaine vidéo, on rentre dans le concret. Quel placement immobilier est vraiment adapté à votre profil? Abonnez-vous pour ne pas la rater. À très vite.